PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Comment aménager ses extérieurs? On pose la question ce matin à Céline Chahi. Elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux. 7,8, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse dans quelques minutes avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Assainissement individuel, mode d'emploi, c'est le thème du coaching immobilier de Corinne Joly, présidente du groupe PAP, en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur sera présenté aujourd'hui par Romain Terrel, il est agent immobilier chez Guy à Mulhouse. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Cette semaine avec Fred, on verra pourquoi la mise en œuvre des décisions prises en AG de CoPro peut paraître parfois si longue, mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. On démarre, Marc, avec de plus en plus d'agences immobilières victimes de tags au Pays Basque. Le Pays Basque n'est pas à vendre, un slogan qui recouvre de plus en plus de vitrines d'agences immobilières sur la côte basque. Une colère qui intervient depuis l'arrivée de nombreux propriétaires, bien souvent des Parisiens ou des Bordelais, venus acheter des résidences secondaires. Dans cette région dont le revenu moyen est de 2000 €, la situation devient de plus en plus critique pour de jeunes actifs qui n'arrivent plus à se loger correctement. On poursuit, Marc, avec un ancien garage situé près de la Tour Eiffel qui va se transformer en logement. Et vous l'aurez probablement remarqué si vous circulez dans Paris, il y a de moins en moins de garages automobiles. Ainsi, le garage Renault de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement, va se transformer bientôt en immeuble d'habitation, un projet immobilier de près de 8000 m² qui comptera pas moins de 70 logements, d'une pension de famille et d'une école d'art. On finit ce journal, Philippe, avec un groupe hôtelier qui loue désormais des chambres d'hôtel au mois à des prix très attractifs. Oui, qui n'a jamais voulu vivre dans une chambre d'hôtel où ménage, déjeuner, Wi-Fi était offert? Un rêve devenu réalité grâce à un groupe hôtelier qui propose de louer au mois des chambres d'hôtel dans plusieurs grandes villes de France comme Paris, Bordeaux, Toulouse ou Marseille. Alors le tout à des prix très attractifs. Pour 900 € par mois, par exemple, il est possible de louer une chambre d'hôtel de 25 m² dans la capitale. Cerise sur le gâteau, pas besoin de garant ni de sélection sur dossier. Tout le monde peut y accéder, ados, jeunes, vieux, tout le monde y a droit. C'est pas mal, hein? Ah bah c'est pas mal, oui. Écoutez, merci Philippe pour ce bon plan. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Dans le Mac de la semaine, on s'intéresse aux extérieurs de nos logements. Et avec nous, pour en parler, Céline Chahi, elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous en studio ce matin. Bonjour Céline. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Alors, aménager ses extérieurs, ok, mais quand on habite en appartement et qu'on ne dispose que d'un balcon, est-ce que c'est possible d'aménager un petit espace cosy? Bien sûr, oui, c'est possible. En fait, les fabricants et toutes les enseignes de bricolage et de décoration proposent de plus en plus de mobilier et d'accessoires pour les petits espaces. Donc, en fait, on peut quasiment tout trouver, que ce soit des meubles, mais aussi des luminaires, des coussins, des tapis. Tout ça va en extérieur, parce que ce sont des matériaux qui résistent, par exemple, aux intempéries et au soleil. Et ils sont peu encombrants, donc ils peuvent aller tout à fait sur des petites surfaces. Alors Céline, quelle solution d'aménagement vous préconisez ? Alors, pour aménager un petit espace, je conseillerais deux choses. Déjà, c'est de bien définir les espaces, en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Se poser, se dire, voilà, ici, on va faire le coin repas, là, le salon, ici, le coin barbecue. En fait, ça va permettre de voir la place dont on dispose et puis, du coup, d'ajuster, de faire coïncider avec l'encombrement des meubles. Et puis, la deuxième chose qui va de soi, mais qui mérite quand même d'être répétée, c'est qu'il faut privilégier tout le mobilier sur roulette, les tables pliantes, dépliantes. Tout le monde a vu aussi ces fameuses tablettes qu'on peut accrocher sur le rebord des balcons. C'est très pratique et peu encombrant. Et il existe plein de solutions comme ça. D'accord. Céline, quand on vit dans une maison qui ne dispose pas encore d'une terrasse, est-ce qu'on peut en construire une soi-même ?
Oui, d'ailleurs, j'ai juste envie de vous dire, vous avez vu un peu ce qui se passe sur nos trottoirs là en ce moment dans toutes les villes. Place de stationnement, plus rien. On a vu pousser des terrasses un peu Ah oui. partout, en même pas quelques heures. En fait, pour les particuliers, c'est exactement la même chose. C'est le même style de terrasse qu'on peut avoir chez soi. Donc en fait, c'est des terrasses bois, des lames de bois qu'on vient mettre sur des plots réglables. Et ça, donc les lames, on peut les faire découper en atelier ou alors on peut même les découper sur site. Ça va très très vite et en une après-midi, moi je l'ai déjà vu faire sous mes yeux, en une après-midi, on peut avoir sa terrasse bois montée, installée et du coup en profiter le soir même. Ouais. Et sur cette terrasse faite maison, est-ce qu'on peut installer une pergola pour gagner en confort? Oui, bien sûr. Alors la pergola, c'est l'équipement tendance du moment. Vous avez dû les voir, c'est très très beau comme structure. Alors l'avantage, c'est que ça protège des intempéries, de la pluie, mais aussi bien sûr du soleil. Et puis souvent, c'est une vraie plus-value architecturale pour la maison qui se voit complètement transformée avec cette structure aux lignes modernes. Voilà, c'est une vraie métamorphose de la maison en plus. Alors, on va parler maintenant du jardin, Céline, si vous voulez bien. Quelles sont les tendances actuelles d'aménagement ? Alors, dans le jardin, ce qu'on peut observer et ce qu'on observe, c'est qu'on exploite le moindre coin et recoin. On exploite tout, il n'y a plus d'espace laissé à l'abandon et on veut pouvoir tout faire dans son jardin. On veut pouvoir s'y détendre, on veut pouvoir y lire, s'y divertir. Enfin, c'est vraiment un espace multi-activité. Ouais, alors justement, vous parlez de multi-activité, donc vous serez d'accord avec moi, Philippe, et Céline a envie de plus en plus dehors. C'est quoi un jardin multi-activité ? Comme je disais, c'est vraiment un jardin dans lequel on va retrouver plusieurs espaces différents dédiés à plusieurs activités qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc on va avoir ici une piscine, un spa, on peut trouver un solarium et puis on peut avoir également des activités un peu plus insolites. C'est de plus en plus fréquent, par exemple, de se faire installer un terrain de boules chez soi. Ah oui, donc on joue aux boules sur un vrai terrain de boules chez soi. Et puis pour les enfants, on va aller jusqu'à construire des vraies aires de jeu comme celles qu'on peut trouver dans les parcs publics, mais chez soi. Ah oui, c'est bien. J'ai une dernière question, Céline. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dernier numéro de Maisons et Travaux ? Alors, on trouve justement de quoi vous permettre de bien choisir votre modèle de pergola. On en parlait tout à l'heure. Formidable. Choisir le modèle adapté à son terrain et à son budget. Et puis, on a également toutes les étapes justement de la mise en œuvre d'une terrasse bois. Parfait, merci beaucoup Céline. J'ai une question à poser à Oui, Céline. allez-y. La côte de bœuf saignante à point, bien cuite, et vous tirez ou vous pointez pour la partie de boule? C'est vrai que vous avez senti que j'étais encline à me divertir. Absolument. On va bientôt organiser un barbecue, ça va être bien. Piscine dans un jardin, je vous le promets mes chers amis. Alors Céline, merci, on rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Maisons et Travaux. On a eu plaisir à vous avoir cette année avec nous et on vous retrouvera l'année prochaine maintenant. Super, voilà. C'est dit. Avec un immense plaisir. Bonjour Michel Leschneau. Super, merci beaucoup. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Je vais très bien et vous-même ? Moi je vais super bien ce matin, génial. Tout roule, c'est la pêche, c'est parti. Allez, Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 7,8. À quoi ça correspond ? Rien de plus facile Marc, 7,8, c'est le taux de rentabilité locative brute dont un investisseur peut espérer profiter si l'on achète un studio à Perpignan et qu'il le propose à la location. 7,8% de rentabilité, c'est considérable. Je vous le fais pas dire, Marc. Et selon l'enquête de Se Loger, si l'on investit dans un T2 dans celle que l'on surnomme la Belle Catalane et dont Salvatore Dali a immortalisé la gare, le rendement atteint 6,3%. Michel, c'est quoi la différence entre rentabilité brute et nette ? La principale différence, Marc, c'est que la rentabilité brute ne tient pas compte des frais liés à l'entretien du logement ou encore à sa fiscalité. Lorsqu'on calcule la rentabilité nette d'un investissement locatif, il faut par exemple prendre en compte les éléments tels que la taxe foncière, les charges non récupérables auprès du locataire, les frais de gestion ou encore les frais d'assurance. Mais dites-moi, Michel, ça veut dire quoi ? Que Perpignan est devenu un véritable Eldorado pour les investisseurs ? Ouh là là, attention. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, Marc. Tout d'abord, parce qu'il s'agit là d'une moyenne. Et d'autre part, dans le cas de Perpignan, il est important de tenir compte de la vacance locative, qui peut être importante. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Paris, mais qui offre un rendement nettement inférieur de 3%. Donc, si je vous écoute bien, il faut se méfier des rendements trop alléchants.
Eh bien oui, disons qu'il faut toujours garder à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, l'autre jour encore, votre femme me disait qu'entre ce que vous lui coûtiez, notamment en nourriture, en PV de stationnement, sans parler de tous les gadgets que vous achetez sur les chaînes de téléachat, et ce que vous lui rapportiez, votre rendement laissait clairement à désirer, mon cher Marc. Ouais, Si Michel Leschneau est partant, on va remplacer la côte de bœuf par la botifarra, c'est la saucisse catalane, là au barbecue, c'est une tuerie. Mais vous pensez vraiment que j'ai une gueule de rendement, moi? Oui, pas d'atmosphère non plus. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On marque IMO, on marque une pause. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve, Marc, avec Corinne Joly. Bonjour Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Alors Corinne, cette semaine, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'assainissement et plus particulièrement de l'assainissement individuel. Mais pour commencer, on parle de quoi? C'est quoi l'assainissement? L'assainissement, c'est tout ce qui concerne l'évacuation des eaux usées d'un logement, donc l'évacuation de l'eau des douches, des bains, des toilettes, des lessives, des vaisselles. Au total, on estime qu'on rejette chacun environ 150 à 200 litres par jour. Donc c'est beaucoup, ça augmente plus. Et évidemment, on ne peut pas mettre tout ça dans la nature, la loi est très claire là-dessus. Alors justement, Corinne, que dit la loi à ce sujet? La loi, elle dit que si le réseau public de collecte des eaux usées domestiques existe sous la voie publique, alors le raccordement à ce réseau est obligatoire. Il faut aussi que la maison dispose d'un accès direct à la rue ou par l'intermédiaire d'une voie privée ou d'une servitude de passage. Bref, si le tout à l'égout passe devant chez vous, vous devez vous y raccorder. Sinon, et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, il faut s'équiper d'un système individuel de traitement des eaux usées. Donc, c'est là qu'on parle de fosses septiques, fosses toutes eaux, microstations, système lagunaire, enfin voilà. Et ça concerne beaucoup plus de monde qu'on le croit, puisqu'en fait, c'est environ 5 millions de logements en France, donc environ 20% de la population. Ok, donc les eaux usées d'un Français sur 5 ne partent pas dans un égout, hein. Donc d'ailleurs, quand on parle d'eau usée, on parle de quoi? Ah, vous savez très bien de quoi on parle. Oui, mais je préfère que Alors, ce soit je vais vous qui rentrer nous dans le le disiez. détail. On distingue deux types d'eau usée. Il y a les eaux vannes ou noires. Et ça, c'est vraiment c'est les meilleures. C'est celles qui viennent des WC. Voilà. Et il y a les eaux grises qui proviennent des douches, cuisines, lave-linge. Alors, les premières, les eaux vannes, elles sont chargées de matière organique. Là, vraiment, je crois que vous voyez de quoi je parle. Oui. Et elles peuvent être pathogènes. Dans les secondes, on retrouve de la lessive, du savon, des détergents, des graisses et aussi des matières organiques, mais normalement d'un autre type, à moins que vous ayez vraiment une hygiène douteuse. Et tout ça, c'est des sources de pollution pour l'environnement. Et voilà, tout ça, avant, ça finissait dans les cours d'eau, mais aujourd'hui, c'est fini, heureusement. Effectivement. Mais alors, Corinne, elles vont où ces eaux usées quand on n'a pas de tout à l'égout? Elles vont dans une fosse qu'on appelle fosse septique si elle est ancienne, et dans ce cas, c'est que pour les eaux vannes. Sinon, c'est les fosses toutes eaux, quand ça traite justement toutes les eaux usées. Microstation si elle est récente. Dans tous les cas, ça nécessite des précautions d'emploi, notamment en ce qui concerne les produits d'entretien, car pour bien fonctionner, ces installations doivent avoir une flore bactérienne qui se développe. Il est donc impératif de ne pas verser des produits bactéricides, comme par exemple de l'eau de Javel ou en ce moment du gel hydroalcoolique dans ces canalisations, sinon ça va détruire la fosse. Alors, Corinne, comment on fait justement pour savoir si sa fosse fonctionne correctement? Alors il y a une loi qui date de 2012 qui oblige les Français qui ont une fosse septique à être contrôlés leur installation doit être contrôlée. Il y a un organisme public qui a été créé qui s'appelle le Service public d'assainissement non collectif, le SPANC pour les intimes. Voilà. Et le SPANC, tous les 10 ans, doit contrôler l'ensemble des installations du territoire. C'est obligatoire. Ouais, Si vous le tous les 10 refusez, ans vous maximum. vous exposez. Voilà, c'est exactement. Donc si jamais vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des pénalités. Et quand vous vendez une maison avec un assainissement individuel, vous devez également faire ce contrôle. Donc normalement, il y a vraiment des contrôles réguliers. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand le diagnostic dit que l'installation est non conforme? Si le SPANC estime que votre fosse septique elle ne fonctionne pas correctement et qu'elle présente un risque pour l'environnement et ou la santé publique, alors vous avez l'obligation de faire des travaux de mise aux normes. C'est souvent pas donné, ça peut être entre 5 et 10 000 euros selon les installations. Et par exemple, dans le cas d'une vente, si vous ne faites pas les travaux, l'acheteur peut quand même accepter la situation, mais généralement, il va y avoir une baisse du prix de vente et l'acheteur doit s'engager à faire les travaux. Bref, la situation ne peut pas rester en état. L'acheteur a 1 an pour réaliser les travaux. Ok. Et en quoi ça consiste, ce contrôle du SPANC?
En théorie, ça porte sur de nombreux points. Il y a eu pas mal après d'abus qui ont été observés avec des visites qui duraient moins de 5 minutes. Et ça, vous allez voir que c'est pas suffisant. Ouais. C'est d'ailleurs un problème récurrent dont plusieurs associations de consommateurs se sont occupées. Mais bon, si on regarde les textes, le SPANC, théoriquement, ça doit s'assurer d'une absence de contact direct entre les eaux usées et les eaux ménagères. Évidemment, ce serait quand même dommage que vous retrouviez dans votre robinet ce que vous avez jeté dans les toilettes. Pas d'odeur, voilà. Effectivement, ça... Oui, non, je sais, c'est une chronique sympa. Ouais. Alors, l'absence d'odeur, bon, ça, pour le coup, ça prend moins de 5 minutes. Le bon dimensionnement de l'installation par rapport à la taille du logement. Et aussi, il y a plein de règles de distance, implantation vis-à-vis des puits, des périmètres de protection des captages, des habitations voisines, des limites de propriété voisine et des plantations. Bref, il y a beaucoup de choses à contrôler. Donc, vous voyez, ça ne doit pas prendre 5 minutes. Et dites-moi, Corinne, combien ça coûte, ce genre de contrôle ? Alors là aussi, il y a eu des petits abus constatés. Il faut distinguer 2 interventions distinctes. Il y a d'une part le diagnostic assainissement qu'on fait au moment de la vente. Celui-là, normalement, c'est entre 100 et 150 €. Et puis, il y a le contrôle aléatoire prévu par la loi tous les 10 ans qui est payé sous forme de redevance et qui apparaît sur votre facture d'eau. Et ben ça, on voit que les tarifs varient de 1 à 8 selon les communes, ce qui n'est pas très normal. Et attention, certains SPANC font payer à l'avance ces contrôles. C'est illégal, ça. Oui, donc ça, c'est complètement illégal. Ok, dernière question, Corinne. Est-ce qu'il existe une alternative aux fosses septiques si on n'a pas accès au réseau collectif ? Pour les eaux vannes, les eaux des toilettes, donc oui, il y a les toilettes sèches. C'est écologique, c'est économique et c'est de plus en plus tendance. Voilà, parce que c'est vrai qu'en termes d'eau, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le fait tous les jours de salir 50 litres d'eau pour mettre... Bon, voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais attention sur les toilettes sèches. Là aussi, il y a des règles et notamment, les toilettes dites sèches sont autorisées à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Je pense qu'on est bien d'accord avec cette règle, surtout si on est les voisins. Voilà, mais bien conçues et correctement utilisées, les toilettes sèches, elles ne sentent pas mauvais car l'apport de sciure ou de copeaux de bois, ça bloque l'humidité et ça stoppe les éventuelles odeurs. J'ai beaucoup aimé le SPANC, c'est ce que c'est ? Tout SPANC en anglais ? Non. C'est donner une fessée. Ah bah. Ouais. C'est vrai. Ils ont vraiment bien choisi leur nom. Bien choisi. J'ai pensé la chronique scatologique du jour. En tout cas, merci beaucoup, Corinne, pour toutes ces infos. On a appris pas mal de trucs ce matin sur les fosses septiques. Et comme d'habitude, votre coaching, c'est pas du brin, comme on dit par chez moi. Je vous laisse deviner. Merci. On rappelle aussi, chers auditeurs de Sud Radio, que vous pouvez bénéficier de conseils en prenant rendez-vous sur pap.fr avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on est avec Romain Terrel. Il est agent immobilier chez Guy Hockey à Mulhouse. Bonjour Romain. Bonjour Marc. Alors Romain, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter ce matin. On vous écoute. Tout à fait. Alors effectivement, ce matin, je vais vous parler d'un appartement qui est situé en plein centre-ville de Mulhouse, dans un immeuble des années 40, avec la particularité d'avoir un ascenseur à la parisienne classé. Ah. Pour ce qui est de l'appartement, alors il s'agit d'un 4 pièces de 136 mètres carrés, qui aujourd'hui dispose de 2 chambres avec la facilité d'en faire une troisième sans aucun souci, et avec un très beau salon séjour de 50 mètres carrés. Ah oui, c'est pas rien. Donc effectivement, et voilà, encore une fois, une très belle localisation. Donc voilà, beau bâtiment des années 40, comme je le disais, ascenseur classé, l'appartement est en très bon état, hein, ça veut dire qu'on peut entrer dedans sans aucun souci. Ouais, poser ses valises, voilà, cuisine équipée. Ouais. Et avec la particularité, et je pense que ça vaut le coup de le souligner, voilà, qu'on pourrait très facilement penser à installer une profession libérale, dans le sens où on est en centre-ville, on a de très beaux espaces qui peuvent et à la fois accueillir des open space et autres. Donc voilà, une belle opportunité à mon sens. Alors, ce coup de cœur qui est peut-être aussi un bon plan est à quel prix ? Alors, il est affiché actuellement à 255 000 €. Oui, c'est donc un bon plan. Écoutez, merci beaucoup, Romain Terrel. Grand plaisir. On rappelle que vous êtes agent immobilier chez Guy Hockey à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Très bon week-end à vous et à très bientôt. Ce bien, on va pouvoir aussi le découvrir en images sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès ce week-end. N'hésitez pas enfin à contacter le standard de Sud Radio 0826 300 300 pour en savoir plus. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité.
Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, pourquoi la mise en œuvre des décisions prises en assemblée générale de copropriétaires paraît-elle parfois longue ? Bonjour Marc. Les décisions prises en assemblée générale de copropriété sont immédiatement exécutables et elles s'imposent à tous les copropriétaires, y compris aux nouveaux acquéreurs. Après le vote en AG, le syndic a autorité, devoir et aussi responsabilité d'exécuter les décisions votées. Elles autorisent le syndic à procéder aux appels de charges et à signer les contrats d'assurance, de maintenance, d'entretien de la copropriété et à régler les dépenses. À la fin de chaque AG, un procès-verbal de réunion est approuvé par la signature du président et des assesseurs avant d'être adressé à tous les copropriétaires en recommandé. Cette notification ouvre un délai de 2 mois durant lesquels les copropriétaires peuvent introduire un recours devant la justice pour demander l'annulation partielle ou totale des décisions adoptées pendant l'Assemblée. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, les résolutions s'imposent car ce type de recours n'est pas suspensif et ne peut donc pas bloquer le fonctionnement de la copropriété. Souvent, le syndic, en accord avec le conseil syndical, préférera suspendre ou reporter la mise en œuvre de certaines décisions dans l'attente de l'expiration du délai de 2 mois. Voilà Marc, ce qui parfois peut paraître être long. Quant à l'exécution des travaux votés en AG, sauf urgence ou risque de péril, ils doivent être suspendus jusqu'à l'expiration du délai de contestation de leur adoption. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia et dans l'ouvrage Copropriété, 50 questions essentielles, paru aux éditions Bréal by Studiarama. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui Philippe. La semaine prochaine, on va parler des commissions d'agence. Commission à 2 000 €, elle est où l'arnaque ? On en débattra avec Frédéric Ibanez, il est fondateur des agences de Papa, et Stéphane Fritz, président du réseau Gay Hockey. D'ici là, très bon week-end. Très bon week-end à vous. De suite, Natacha arrive aux animaux.